On va recommencer. Je vous remercie de votre présence à tous ce matin. Donc, je me présente, je suis Corinne Guillemin, je suis responsable de l'agence Sud-Ouest et je suis accompagnée de Manon Pinheiro, qui est responsable de l'agence Ouest, ainsi que Jérémy Noulet, qui est responsable de l'agence Est. Donc, présent également Monsieur Gaël Brien de la société Ogeba Ingénierie, basée sur Bordeaux, Monsieur Brice Barderi de la société Energis, basé, me semble-t-il, à Nantes ou aux alentours, et Monsieur Thomas Moll de la société Matra Électronique, basée sur Lyon. Oui, bonjour. Donc, on va passer à l'agenda. Jérémy. Donc, nous vous proposons l'agenda suivant. Je vais vous présenter notre société Applicite pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Et par la suite, il y aura la présentation des trois sociétés que je viens d'évoquer, Ogeba Ingénierie, Energis et Matra Électronique. Ensuite, nous mettrons, nos interlocuteurs prendront la parole pour nous faire leur retour d'expérience dans la mise en place du BIM dans leur structure au travers de quelques questions. J'en profite, si vous avez des questions tout au long du déroulé, je vous invite à utiliser le chat. Nous répondrons aux questions à la fin de notre présentation, bien entendu. Donc, Applicite, qui sommes-nous? Donc, Applicite est un intégrateur de solutions Autodesk depuis 2006. Nous comptons à ce jour 45 collaborateurs et une vingtaine de consultants pour un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2020. Nous sommes présents dans toute la France avec nos agences locales, donc Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et Toulouse. Donc, nous sommes rattachés au groupe NCO et nous avons une filiale IATIS. Donc, Applicite, que faisons-nous? Notre rôle est de vous accompagner dans l'amélioration de vos processus de conception dans les métiers de la construction, de l'industrie, la simulation et la fabrication. Nous délivrons les services les plus poussés, que ce soit l'intégration du BIM, de la CAO, du PLM, la formation et l'accompagnement. Nous avons aussi un support technique pour répondre à des problématiques que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de vos outils Autodesk. Donc, dans le domaine de la construction et de l'architecture, nous accompagnons nos clients dans la mise en place du BIM, dans la transition numérique de la 2D vers la 3D. Nous adoptons également l'accompagnement au processus du client en personnalisant nos prestations afin d'améliorer leur productivité. Je vais plus vite que les slides. Donc, tu peux passer au slide suivant. Donc, nous avons créé, il y a à peu près 3 ans, notre pôle d'expertise BIM, qui est composé de 8 personnes, qui est basé sur Toulouse et sur Bordeaux, mais qui se déplace dans les autres agences. Donc, leur rôle est le suivant. Ils aident ou ils rédigent les conventions BIM. Ils créent des familles Revit pour nos clients, que ce soit dans le domaine architectural, industriel ou fabricant. Ils créent des gabarits personnalisés et surtout, ils modélisent des maquettes numériques pour nos clients qui sont du milieu industriel, architectural aussi, et même des institutions. Il ne faut pas les citer, comme par exemple les CPAM, les OSS, où on est en train de modéliser leurs bâtiments existants. On scanne et à partir du scan, nous remodélisons, nous délivrons en fait des maquettes numériques à nos clients. Donc là, vous avez quelques références locales et nationales. Je vais laisser maintenant la parole à Gaël Brient qui va nous présenter sa société Ogeba Ingénierie. Gaël, je coupe le micro pendant ce temps, je te laisse la parole, merci. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc nous, Ogeba Ingénierie, on est une société du coup qui a été fondée en 2000, basée à Mérignac, à côté de Bordeaux. On est 15 personnes. Donc moi je suis arrivé en 2005, on était 3, donc on a une belle progression, notamment par rapport au BIM. Donc on suit les pôles du coup BIM Management, synthèse technique, méthode de chantier d'organisation, OPC et planification, tout corps d'état sur tout ce qui est bâtiment, BTP.
Donc nous, on est une société donc assez jeune, on va dire, dynamique. On a besoin nous du coup de s'adapter à tous les projets. On aime du coup un peu les challenges. Donc on est très pluridisciplinaire dans les métiers. Donc on a une grosse partie tout ce qui est BTP et on a une grande partie de proximité au niveau de Bordeaux. Du coup, par rapport à ce slide-là, du coup, on essaie du coup de mettre en place notre savoir-faire pour les entreprises, tout ce qu'on peut apprendre en termes d'expérience, donc leur apporter en partie réhabilitation par exemple, et une polyvalence sur la partie technique des projets par rapport à tout ce qu'on a pu entreprendre depuis le début. Et du coup, on apporte tout ce qui est des compétences aux promoteurs maintenant, maîtrise d'œuvre et même maîtrise d'ouvrage. On a aussi développé du coup une boîte à plans qui s'appelle GCDI qui permet d'échanger, de collaborer. Donc c'est une très belle transition du coup qu'on avait avec le BIM, parce que BIM, voilà, on pourra en parler un peu plus tard du coup en termes de collaboration vis-à-vis de tout le monde. Merci Gaël. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Brice Barderi pour présenter sa société et lui-même. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Donc, bonjour à tous, Brice Bardery, je suis associé gérant au sein d'Energis. On a plusieurs expertises chez Energis. Historiquement, c'est la thermique, les fluides, et puis depuis peu, l'acoustique et l'environnement. On a donc les compétences en ingénierie de projet, hein, en tant que sachant sur ces sujets de la thermique et des fluides. On est une petite cinquantaine maintenant dans le groupe. On est situé à Nantes. On a une agence également à Bordeaux. On rayonne sur Paris et la Bretagne. Et dans ces 50 personnes, on a une grosse coloration quand même thermique. Une équipe d'une dizaine de personnes sur l'ingénierie de projet fluide. Et puis un service support assez intéressant sur le développement d'outils R&D, notamment à l'avènement de la RE 2020 en l'occurrence, qui prend quand même pas mal d'énergie pour le coup, et tout un service commercial et marketing qui nous aide à développer ces outils auprès de nos clients. Nos clients sont des promoteurs, des architectes, dans le cadre de projets neufs, programmes de rénovation aussi, beaucoup. Quasiment un dossier sur deux aujourd'hui, c'est de la rénovation pour l'activité d'Energis. Et puis, on a une forte coloration logement, puisque 80% de nos dossiers restent du logement. Et sur les 20% restants, ça se découpe entre du tertiaire, de l'industriel, des équipements sportifs, petite enfance. Et toujours voilà, sur ces sujets de part de neuf et de rénovation. Comme je vous disais, ouais, on est à Nantes historiquement et on développe donc tout le Grand Ouest, Paris, et puis depuis peu sur la région lyonnaise également. Ah, je vous avais mis toute la belle présentation avec les certifs et tout. Vous êtes très sympa. Donc voilà, OPK, c'est gentil. Donc ouais, on a des certifs qui vont bien pour quand même apporter une certaine preuve de qualité de nos réalisations sur nos dossiers. Merci bien, Monsieur Barderi. Je vous en prie. Je vais laisser maintenant la parole à Thomas Moll. Oui, bonjour, donc Thomas Moll, concepteur mécanique. Donc, je travaille chez Matra Électronique. Donc, on est un site de production d'équipements électroniques situé à La Croix-Saint-Ouen, donc c'est au sud de Compiègne, dans l'Oise. Donc, un site de production d'environ 400 personnes. Donc, comme on le voit à l'écran là, on est filiale à 100% du groupe MBDA Missile System. Donc, c'est un groupe, un acteur important dans le domaine de la défense. Donc, on a une bonne partie de notre production qui est dédiée pour MBDA. On a également, je pense qu'on le voit sur les slides d'après, on a au niveau de nos domaines d'activité, on est également sur donc la défense, on intervient également dans le domaine de la santé, du spatial également, de l'aéronautique et des énergies. Donc voilà. Spatial New Space, ouais, donc on ne rentre pas dans les détails, là c'est la présentation des différents domaines d'activité. Donc on fournit une solution complète, hein.
aussi bien, donc on peut partir donc des études. On a un bureau d'études intégré à Matra Électronique, dont je fais partie en tant que concepteur mécanique. Bureau d'études est constitué donc d'un bureau d'études mécaniques, électroniques, logiciels également. Donc on peut fournir une solution complète dans le design d'équipements embarqués. Donc on agit également sur la partie industrialisation. Donc on accompagne nos clients sur l'industrialisation complète de leur projet. On agit voilà, sur toute la chaîne complète, hein, approvisionnement, la partie production, bien évidemment, métrologie. On assure également un service après-vente sur nos équipements. Et on a également une petite école de formation au sein de Matra, donc, qui permet de former nos futures compétences et intervenants chez Matra. Merci, Monsieur Moll. Donc, comme vous venez de le voir, nous avons un profil, on va dire, différent. Donc, aussi bien le BIM dans le domaine industriel, comme vient de présenter sa société Monsieur Moll, mais aussi au sein des bureaux d'études. Même si Monsieur Brient et Monsieur Bardery, vous avez un bureau d'études, vous complétez, vous faites pas vraiment la même chose. Et je pense que votre retour d'expérience sera différent par rapport au moment où vous êtes passé au BIM. Et là, aujourd'hui, on va maintenant passer aux questions je vous laisserai la parole au fur et à mesure pour que vous puissiez nous faire part de votre expérience. Donc, la première question, c'est quelle est votre utilisation du BIM aujourd'hui? Gaël, si tu veux bien répondre. Excusez-moi, on a eu un petit souci, il y a le sondage. Ah oui, on va passer des sondages de temps en temps. Donc là, on va commencer par le sondage avant la question. Donc à ce jour, quel est votre niveau de maturité du BIM? Donc les personnes qui sont connectées, est-ce que vous pouvez répondre? Donc notre bureau d'études travaille encore en 2D. Notre bureau d'études vient de passer en 3D. Notre bureau d'études maîtrise la 3D sans outils collaboratifs. Notre bureau d'études maîtrise le BIM ou je ne suis pas équipé. Je laisse 2 petites minutes pour que vous puissiez cliquer sur la réponse. Moi, j'ai l'impression que ma réponse ne se valide pas. J'ai beau sélectionner. Les organisations, non, les organisateurs, je pense qu'il ne faut pas qu'on réponde. On est puni, on n'a pas le droit de répondre. D'accord, on a compris. Okay. Mais non, vous ça avez force le sondage. Par contre, si on peut revenir au slide, du coup. Pour moi, je suis dessus, Corinne. Mais truc. Hop. Vous voyez mon écran, c'est bon? Avec la question? Non, pas encore, Jérémy. Toujours sur le sondage. Ce que je propose, c'est de fermer le sondage sur cette question-ci. Hop. Okay. Et voilà, nous repassons sur la présentation. Parfait. Ah, on t'entend plus, Corinne. Je disais merci Manon pour ce petit problème technique. Donc, on revient sur la question, quelle est votre utilisation du BIM aujourd'hui? Donc Gaël, si tu peux commencer, merci. Alors, nous, on a la particularité, entre guillemets, de ne pas faire une production pure, on va dire, en partie BIM, parce qu'on fait plus de la gestion. Du coup, là, actuellement, du coup, nous, on intègre totalement, du coup, la partie BIM en termes de collaboration et de mise en place, du coup, dans des projets BTP qu'on a dans notre domaine. Donc, on accompagne beaucoup les gens et après, ponctuellement, on vient nous aider certaines entreprises, du coup, dans la production BIM. Donc là, on attaque, du coup, toute la modélisation, intégration de données, tout ça qu'on pourra un peu évoquer par la suite. Voilà pour notre partie assez succincte, mais voilà. Vous êtes aussi rôle de BIM manager sur certains projets. Tout à fait. L'idée, voilà, c'est que nous, on accompagne vraiment les gens et à faire progresser, du coup, des intervenants, du coup, qui démarrent, comme la question qui était posée, qui démarrent. On est là aussi pour progresser ensemble. Donc, du coup, c'est le but du BIM de collaborer, de progresser. Du coup, on les accompagne dans le développement, même vis-à-vis des logiciels aussi. On pourra évoquer par la suite. Qu'est-ce qu'on a le droit de demander aussi? C'est important parce qu'on pense ne pas pouvoir demander certaines choses de logiciels, mais on a le droit. Ils ont toute la compétence après pour développer leur outil en interne.
D'accord, merci beaucoup Gaël. Monsieur Barderi? Ouais, alors à notre niveau, on a trop peu de dossiers BIM à notre sens, à notre goût. Bien qu'au quotidien, on utilise RevitMap dans le cadre de notre métier, hein, c'est devenu un outil métier à part entière, pardon, en termes de conception. Donc voilà, notre utilisation du BIM, elle se fait sur certains dossiers de conception de logements, avec une dynamique qui est influée par le promoteur et qui pousse, je dirais, l'ensemble des membres et des partenaires de l'équipe à appréhender ces nouvelles méthodes. Après, si on revient plus sur l'utilisation de RevitMap, voilà, comme je vous le disais, c'est devenu un outil métier, un outil de contrôle, un outil d'aide à la conception, de synthèse également de nos données d'information, aussi bien sur la partie fluide et l'ambition que ça le devienne sur la partie enveloppe thermique, où là on a encore beaucoup de boulot à faire pour réfléchir à comment l'utiliser pour que ça serve à tout le monde. Voilà pour nous. D'accord, merci. Monsieur Moll, vous, quelle est l'utilisation du BIM que vous faites aujourd'hui? Alors, Matra Électronique, là, a pour gros projet donc, de réaliser un nouveau site de production, donc basé sur Compiègne. Donc, nous, on s'est mis au BIM dans le cadre de ce projet-là, le projet Horizon. Donc, je vous invite à aller sur le site de Matra Électronique. Il y a une page dédiée sur le projet Horizon, si vous voulez un peu, par curiosité, vous renseigner sur cette nouvelle usine. Donc moi, en tant que concepteur mécanique, c'est pas vraiment mon métier initial, mais on s'est mis au BIM. Maintenant, je suis référent BIM donc chez Matra Électronique, notamment dans le but de la conception, pour travailler sur la conception de ce nouveau bâtiment-là. Donc voilà, nous c'est vraiment, on l'utilise en tant qu'outil d'aide à la conception, quoi, pour nous aider à travailler de manière collaborative avec les différents acteurs sur la conception du bâtiment, que ce soit le cabinet d'architecte ou le cabinet d'ingénierie par exemple. Donc voilà l'essentiel de notre utilisation du BIM aujourd'hui. Voilà. D'accord. Corinne, je voulais juste partager les résultats de... Ah bah c'est bon, c'est fait. Parfait, nickel. Ben, justement, on se rend compte quand même que c'est assez partagé, mais le BE maîtrise pas le BIM aujourd'hui, on est quand même à 38%. 38, pardon. Donc il y a encore beaucoup de bureaux d'études qui ne sont pas équipés du BIM, ce qui est normal, hein, puisque comme venait de l'évoquer M. Barderi, il n'y a pas encore énormément de projets BIM, mais il y en a de plus en plus et ça va être maintenant systématique. Merci Manon. Donc la deuxième question aujourd'hui, donc pourquoi avoir adopté le BIM? Monsieur Moll, je vous invite à me donner votre ou Monsieur Barderi, enfin ou Monsieur Briant, qui veut prendre la parole? Monsieur Moll, je vous en prie. Ouais, je peux prendre la parole. Ouais. Donc on a adopté le BIM. Donc ça s'est décidé au début de notre projet de nouvelle usine. On a voulu adopter la méthode de modélisation BIM, notamment. Donc c'est surtout pour nous aider dans la conception du bâtiment. Ça reste quand même assez nouveau, mais là on se rend compte vraiment des réels intérêts de cette méthode-là. Ça aide grandement, notamment au niveau de la communication entre les différents acteurs, que ce soit le cabinet d'architecte ou d'ingénierie. On travaille avec une plateforme collaborative, un serveur sur lequel on dépose très régulièrement nos maquettes respectives. Et ça nous permet donc voilà régulièrement de faire des revues BIM entre nous, tout au long du projet, ou tout au long des différentes phases de projet, donc avant projet sommaire, avant projet détaillé, phase pro, etc. Donc voilà, c'est l'essentiel, le plus gros intérêt pour nous d'avoir adopté cette méthode-là, et d'avoir donc notamment donc la maquette numérique complète du bâtiment. Et on verra par la suite, c'est aussi dans le but de faire la maintenance du site, de nous aider à améliorer la maintenance du site via cette maquette numérique. D'accord, merci. Monsieur Barderi, vous, pour le coup? Eh ben, pour le coup, vous m'avez posé la question, il a fallu que je réfléchisse pour quelle raison on y est allé, mais c'est bien clair. Moi, je suis arrivé en 2015 chez Energis et on a procédé à une refonte quand même assez forte de nos procédures de travail, de nos méthodes en interne.
Et dans cette dynamique, j'avais deux choix. Soit on continuait à utiliser AutoCAD, on restait en du 2D et on utilisait l'outil qu'on connaissait bien et on renforçait son usage. Soit on refondait vraiment la totalité et on repartait vraiment sur des nouveaux outils avec l'ambition vraiment de se faire mal une bonne fois pour toutes, quoi. Donc on a pris ce pli-là avec la dynamique, avec une belle dynamique, avec l'envie d'y croire et de se dire que effectivement Revit et le BIM était un outil qui allait nous permettre de pouvoir, comme Monsieur Moll l'évoquait, faire de la synthèse, faire de l'échange avec tous les prestataires qui gravitent autour d'un projet. Entre autres, mais pas que. Je vous l'évoquais au tout début, la notion d'outils de conception métier. Aujourd'hui, dans notre réalisation de réseaux fluides, techniques, électricité, plomberie, ventilation, chauffage, enfin, la partie dimensionnelle de la chose, on a là-dedans un formidable outil d'optimisation du temps d'étude, dans l'idée aussi d'aller chercher de la qualité de prestation. Donc pas renier le temps qu'on passe sur un dossier au profit de la rapidité, mais vraiment au profit de la qualité de sortie. Tout ça, c'était les ambitions de base. Elles n'ont pas vraiment changé finalement. On a juste pris connaissance que finalement c'était un sacré bestiau et que c'est un outil qui est sans limite finalement. Donc l'une des grosses difficultés aujourd'hui, et peut-être qu'on y reviendra après plus tard, c'est de ne pas partir dans tous les sens, tout simplement, et vraiment d'y aller petit à petit et mettre en place l'outil. Ça va faire 4 ans maintenant qu'on utilise cet outil. On avance, on a une vision assez claire de là où on veut aller, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est sûr. Je confirme, c'est par étapes. Gaël? Toujours. Ouais. Ouais, je reviendrai sur ce qui vient d'être dit. En fait, nous, pareil, en 2015, on a commencé du coup à intégrer le logiciel Revit. En amont, on avait commencé à réfléchir en 2014 des bases en 2013-2014 de BIM, c'est quoi? On s'est renseigné. On a senti un potentiel important, même si nous, en interne, on ne produit pas directement. On a senti que c'était quelque chose d'important, et que dans le bâtiment, ça allait quand même bouger. Alors, on sent que à l'époque, ça bougeait pas beaucoup. Ça commence maintenant à bouger. Ce qui est intéressant, c'est que le BIM, c'est un process de travail collaboratif. Chaque intervenant a son intérêt. Tout cet enjeu-là que chacun doit prendre conscience. Quel intérêt j'ai pour faire du BIM et à quel niveau. Donc voilà, on a compris ce système-là. Donc en 2015, on a intégré du coup le logiciel Revit pour faire de la modélisation 3D, plus pour la partie méthode de chantier, pour faire des phasages, des modes opératoires sur des projets. Donc là, on a aidé sur la visualisation pour que les ouvriers, les compagnons du coup puissent mieux visualiser un peu le travail qui a été fait sur le phasage. Donc, on a vu la puissance du logiciel et du coup, au fur et à mesure, du coup, on a poussé du coup le process BIM, l'intégration de l'outil, des outils, parce que je pense qu'il n'y a pas un outil qui est parfait pour tout le monde. Il y a différents outils à utiliser pour chaque mission que chacun doit faire. Donc, du coup, voilà, nous, on a adopté parce que voilà, on a vu le potentiel qu'il y a et aujourd'hui, on voit qu'il y a du potentiel avec l'expérience qu'on a dessus. Une fois qu'il est maîtrisé par chaque intervenant, c'est fluide. Voilà, il n'y a plus de perte de temps, il y a une maîtrise totale des projets, comme disait M. Bardery, de collaboration entre plusieurs personnes. Ça permet de fluidifier le travail. Donc, il y a un gain derrière, on va évoquer après. Voilà, donc nous, c'est adopté, on y croit et il faut. Merci Gaël. On va passer au sondage numéro 2. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les raisons qui vous ont empêché de mettre en place le BIM? Donc, si on peut avoir, donc voilà, donc manque d'intérêt, manque de budget, difficulté d'utilisation des logiciels, la méconnaissance ou le vieillissement du parc informatique. Je vous invite à répondre. On va attendre 2 petites minutes. Je pense que c'est bon. Merci à vous. Ouais.
Ah ben on a les réponses en direct. Donc ben voilà, 50% de difficulté d'utilisation de logiciels. Donc là j'en profite pour vous dire qu'on est là pour vous accompagner. on est là pour justement déterminer le processus actuel. Je reviendrai après dessus. Alors mes connaissances, ça va ensemble. Hein, vous voyez, les réponses c'est assez relatif, c'est 50-40. Effectivement, si on n'a pas on a la méconnaissance des outils, on a les difficultés de les utiliser, ça va de soi. Je vous remercie en tout cas, mais ça représente bien ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du BIM. Hein. J'imagine que les pourcentages s'expliquent par le fait que des participants ont cogé plusieurs cases, ce qui se comprend. Donc, on va passer à la troisième question. Donc, quels bénéfices en attendez-vous? Donc, Monsieur Moll, allez, à vous. Je vous donne la parole. Oui, les bénéfices. Merci. Bon, les bénéfices, c'est un peu comme ce qu'a déjà dit M. Bardet, M. Briand. Hein, c'est surtout nous, vis-à-vis de notre site de production, c'est d'améliorer la communication pour notre projet de nouvelle usine entre les différents acteurs. Ça, c'est un outil, c'est plus à démontrer. C'est vrai que ça va faire 2 ans que j'ai intégré ce nouveau projet. On s'est mis à la méthode BIM, mais c'est vrai que là, on en ressent les bénéfices. Hein. La communication est largement facilitée. On a un vrai outil d'aide à la conception, puisqu'on fait la synthèse très régulièrement des revues BIM entre les différents acteurs. Moi, personnellement, je suis responsable de la maquette process, donc ça veut dire que j'ai modélisé via Inventor, un logiciel de mécanique, parce que c'est un peu plus simple pour modéliser dessus, mais j'ai modélisé l'ensemble des moyens industriels et des machines de l'usine. Donc voilà, les cabinets d'ingénierie, d'architectes, nous, la donnée d'entrée qu'on leur fournit est quand même relativement détaillée au niveau des besoins, etc. On leur a fourni la maquette totale, la maquette complète numérique des machines, des moyens de process. Donc ça, même pour eux, c'est un vrai bénéfice. J'en avais déjà discuté avec eux. C'est vrai que bon, c'est encore nouveau, ça se met en place, mais c'est très appréciable aussi de leur côté d'avoir des données d'entrée aussi détaillées, aussi poussées quoi, pour générer leur réseau d'utilité électrique, CVC, plomberie, etc. Donc chez nous, aussi en interne, hein, je parle vraiment pour le site de production Matra Électronique, le réel intérêt, et ça se démontre plus chez nous, hein, c'est ça nous permet de grandement d'aider à faire les différents scénarios d'implantation. Hein, pour faire les différentes implantations des ateliers en 3D, quand on est passé sur Revit, on a vu le jour et la nuit. Quoi. Ça a été, ça nous permet de communiquer plus facilement aussi en interne auprès des équipes. On peut voilà simuler différents scénarios d'implantation et ça c'est vraiment un outil qui est super. On a également poussé un peu plus loin au niveau des implantations. On est passé avec d'autres logiciels, hein, des extensions entre guillemets de Revit. On s'est aidé aussi de logiciels qui font de la réalité virtuelle. Je prends l'exemple pour citer Twinmotion par exemple. Donc une fois qu'on a fait notre modélisation complète de l'usine, on a réussi à l'injecter à le convertir en réalité virtuelle et ça a permis notamment d'immerger en gros tous les salariés dans leurs futurs espaces de travail et ça a beaucoup plu chez nous en interne. C'est nouveau chez nous et voilà, je pense que maintenant qu'on y a goûté entre guillemets, on s'en passera plus. C'est un outil qui est vraiment super. Quoi. Donc voilà un peu pour les bénéfices hein, chez nous. Merci beaucoup. Gaël? Oui, alors les bénéfices, alors, je pense qu'il y a 2 bénéfices qu'il faut avoir. Il y a le bénéfice de l'entreprise et il y a le bénéfice du projet. Voilà, un projet, il a son bénéfice, c'est forcément total. Et pour l'entreprise, je pense qu'il faut bien cerner ses besoins. Comme disait M. Bardery, c'est vrai que les logiciels sont tellement multiples que du coup on a tendance à s'évader un peu partout et du coup à se déconcentrer le mien non, mais du travail vraiment de base. Et du coup, je pense qu'il faut arriver, c'est plus compliqué à cerner vraiment ses besoins pour l'entreprise. Déjà, quand on sait ça, c'est déjà une grande chose parce que du coup, après, on a des besoins pour le projet et ces besoins, le projet, du coup, ils vont venir perturber un petit peu le process interne de l'entreprise. Du coup, on peut vite s'éparpiller. Donc, je pense que le bénéfice, il est sans aucun doute. Nous, directement, on n'est pas forcément lié, sauf pour la partie synthèse, où on a un gros bénéfice de qualité. Parce qu'on fait de la synthèse 2D depuis des années. Ça fonctionne bien parce qu'on connaît le métier, on s'est imaginé justement cette 3D dans notre tête. Là, elle est directement visible. Donc, on vient chercher, on pousse ce process un peu plus loin dans des détections de clash. Alors, c'est un mot qui est un peu à la mode quand même, le mot clash.
faut l'utiliser quand même un peu à une bonne convenance. Le clash, c'est deux réseaux par exemple qui vont se percuter. L'idée du clash à la fin finale, c'est qu'on peut nous finaliser quelque chose de très propre. On lance des clashs et on voit si tout fonctionne bien, si on a tout vu. Donc on va avoir des petites choses qu'on n'aurait jamais vues en 2D. Donc on affine une qualité. Le bénéfice pour nous en tant que GEBA, c'est d'avoir la qualité finale. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait bien quand même, mais il y a des petites choses qu'on ne peut pas voir. Là, on fidélise quand même le travail très important. Voilà, donc je pense que le bénéfice, il est vraiment cerné pour chaque entreprise en connaissant bien son but final. Voilà, si je fais du calcul sur Evit, est-ce que je fais que de la visualisation et qu'est-ce que j'en fais derrière? Et tout ça, ça se travaille et du coup, ça permet du coup de voir le quantité de travail qu'il faut produire en amont pour mettre en place ce process-là en interne. Donc voilà, on va partir. D'accord, merci. Et vous, Monsieur Barderi? Je ne peux que confirmer les bénéfices pardon, qu'évoquent Gaël et Thomas, hein, puisqu'on les partage à 200%. Je vais rebondir sur l'expérience effectivement de travailler avec un industriel, parce qu'on a le cas là, on est en train de bosser sur quelques milliers de mètres carrés en process industriel. C'est tellement plus sympa d'avoir on va dire, de parler le même discours avec l'industriel qui va visuellement nous présenter ses attentes en 3D, ses positions de machine, ses différents scénarios d'implantation, tout ce travail, on va dire, d'échange qui aurait pris pas mal de temps, avec des pertes en ligne, naturellement. Là, on a un outil visuel qui nous aide à vraiment comprendre les besoins et le sens que la conception a dans l'implantation des machines, dans le passage des réseaux, etc. Donc finalement, quand on reçoit des maquettes avec l'implantation du matériel, il y a tellement déjà de problèmes qui sont mis de côté dans la compréhension du programme. Et rien que ça, déjà, c'est hyper intéressant quand on parle de sujet process industriel. Dans le bénéfice, effectivement, entreprise, c'est clair, hein, ça donne un guide, on va dire, pour les collaborateurs dans la gestion de projet, qui nous aide à améliorer les échanges, encore une fois. Et puis, il y a un point quand même qui, à mon niveau, a de réels bénéfices, mine de rien, c'est sur l'aspect commercial, ni plus ni moins, dans le développement de notre activité, dans le développement de notre marché, quand on arrive auprès de nos clients qui connaissent pas forcément Revit, qui connaissent pas forcément tous les outils, ce que c'est que le BIM. Quand on arrive et qu'on présente finalement qu'on dispose nous de cet outil, qu'on commence à l'appréhender, qu'on a une connaissance plus élaborée que ce qu'on peut lire dans la presse ou dans les échanges multiples et variés, c'est plus facile pour aller prendre des parts de marché et rassurer et accompagner finalement l'ensemble de la structure, l'ensemble du marché qui a besoin de comprendre l'intérêt de l'outil. Donc commercialement, voilà, ça nous a apporté, ça nous a ouvert des portes, ça nous a permis de prendre des appels d'offres publics, ça nous a apporté une certaine valorisation de notre travail, un certain niveau de prestation et de qualité, qui aujourd'hui, voilà, je suis satisfait de ce choix qu'on a pris il y a 4 ans, d'avoir cru le commercial qui m'a dit il faut y aller. Ça sera vraiment vraiment une différenciation par rapport au marché. Et je pense que même encore aujourd'hui, ça l'est parce que c'est un outil qui est tellement complet que on peut l'utiliser un peu comme on le souhaite par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'on veut présenter. Donc c'est vraiment un outil de différenciation encore aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de vos retours, c'est très positif à mon sens. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'y aller, c'est vrai qu'on se met des barrières, mais une fois qu'on l'a adopté, si je résume, on peut plus s'en passer. Monsieur Moll l'a très bien dit, Gaël l'a dit aussi, et puis vous, Monsieur Barderi, en plus ça vous apporte effectivement des nouveaux clients et de répondre aux appels d'offres. Après, on aime bien quand même continuer à tracer des petits traits sur un plan papier parce que ça marche quand même très très bien et ça aide, ça facilite que de se taper effectivement des maquettages 3D avec l'identification de produits omniclass, c'est sûr, ça peut aider. Ça peut aider. Je vous remercie. On va passer au slide suivant. Donc le sondage, la question 3. Quel bénéfice attendez-vous du BIM? On vous pose la même question à vous. Donc, accéder à certains marchés, comme vient de l'évoquer M. Barderi, par exemple, gérer l'exploitation de la maintenance,
gagner du temps dans la conception, réduire le risque d'erreur, on parlait de clash tout à l'heure notamment, ou autre. Je vous laisse 2 petites minutes. Ça peut être effectivement 2 questions. Cette question, on peut répondre 2 fois, il n'y a pas de souci. Ça peut être gagner du temps dans la conception, par exemple, et accéder à certains marchés. Ça va de soi, on peut avoir aussi 2 réponses. Hein. La petite moulinette. Voilà les résultats. Donc, je les découvre en même temps que vous. Hein. Donc, gérer l'exploitation et la maintenance à 42% et gagner du temps dans la conception 75% et réduire le risque d'erreur 75%. Bon, ça va de soi. Hein. Donc, on a 2 pourcentages. Je pense que ces personnes ont dû cliquer effectivement à ces 2 réponses. Donc, je vous remercie. On se rend compte quand même, je parle à mes collègues Manon, Jérémy, on se rend compte que c'est souvent ce qu'on voit nous aussi au quotidien. Donc ça relate bien ce sondage, le retour que nous on peut avoir de nos clients que nous avons accompagnés, puisque les 3 personnes qui interviennent, ce sont forcément nos clients et à différents niveaux. À un moment donné, on a effectivement dû leur convaincre aussi, hein, c'est notre travail, mais aussi le pourquoi de ce que ça allait leur apporter au quotidien. Oui, complètement les conseiller au mieux, les accompagner au mieux sur un choix qui peut être compliqué, ça on l'a vu au travers des discours de ce matin. Tout à fait. On dit souvent qu'il faut investir un petit peu au début et ensuite vous allez retrouver, vous aurez votre retour sur investissement sur le long terme. Ok, merci. On passe à la question 4, me semble-t-il. Comment vous y êtes-vous pris? Ah ben tiens, Gaël, ça m'intéresse de savoir. Alors, pour nous, on savait que c'était une démarche compliquée parce qu'on n'a pas une grosse production sur le production direct. On a pris beaucoup de temps, c'est un logiciel forcément qui a un coût, on doit avoir des postes aussi informatiques qui ont des coûts. Faut bien avoir une vision globale des choses. Faut pas juste acheter le logiciel et puis se dire bah, c'est bon, j'ai le logiciel et c'est parti. Faut vraiment se poser. Enfin, c'est le plus dur, c'est de se poser. Donc comment on a fait? Nous, bah, on a appelé Applicit, ce qui nous accompagnait déjà sur la partie AutoCAD. Et pourquoi on a fait ça, qui était intéressant et pourquoi on ne s'est pas forcément trop posé de questions non plus, c'est que par rapport forcément à Applicit par lequel on passe, a une grande connaissance pour nous du bâtiment et de notre métier. Parce que là, en synthèse technique, si c'est pour acheter chez un revendeur classique entre guillemets de Revit, voilà, on aurait pu le faire tout seul. Là, c'était très intéressant, c'est qu'on a pu expliquer notre métier. C'était très bien compris. Et du coup, il y a pu y avoir des logiciels de présentés avec l'investissement qui allait à côté. Donc, du coup, ça, c'était un Revit light, pas light, etc. Voilà, tout ça, c'était largement étudié et très bien accompagné, du coup, avec des réponses aux questions qu'on se posait dans la production en interne. Donc, on se posait des questions comment on allait faire ça. Du coup, avant d'acheter le logiciel, du coup, on a eu les réponses du coup d'Applici. Donc, c'est ça qui a permis de monter, de structurer un peu notre volonté et ensuite de se lancer, donc d'acheter le logiciel, d'acheter l'ordinateur qui est compatible aussi pour pas avoir de latence non plus, parce que c'est des logiciels qui demandent quand même pas mal de ressources, ce qui est logique, hein, vu la puissance que ça a, et aussi des formations. Voilà, faut aussi, alors on peut regarder sur internet des tutos, des choses comme ça. Faut passer quand même par la case formation, qui est très intéressante. Et derrière, du coup, l'idéal, hein, c'est l'idéal, c'est de commencer des projets en suivant. C'est pas de faire une formation. Donc, le conseil que j'aurais, c'est de faire une formation, mais derrière, attaquer. Nous, on n'avait pas de projet parce que c'était il y a un petit bout de temps. Du coup, bah, on a travaillé dans le vide. On a fait des maquettes, on a géré le logiciel sur des projets, on l'a pas vendu, mais on a donné à nos clients des maquettes. Donc du coup, c'est un peu le côté commercial. Du coup, des visualisations, c'est joli, c'est bien, etc. Donc cette démarche-là est montée comme ça. Donc du coup, on a pu se structurer et au fur et à mesure du temps, donc je rejoins ce qui a été dit. Du coup, c'est que quand on a essayé,
on peut pas revenir en arrière. Il y a des collaborateurs du coup qui avaient du mal à y croire. Du coup, on leur a imposé forcément un petit peu pour voir ce que ça allait donner. Et ces personnes-là, avec du retour, du coup, ils ne veulent plus revenir en arrière. Voilà, c'est intégré, c'est utilisé comme ça couramment chez nous. Donc voilà pour la mise en place du coup. Donc il faut se faire accompagner pour avoir les meilleurs conseils et du coup savoir les logiciels qui sont utilisés notamment. Il y a différents types de logiciels, donc il faut connaître vraiment ça. Je reviendrai dessus, je reviens encore dessus, mais vraiment cerner ce qu'on a besoin, l'expliquer et du coup après derrière il y a le retour du coup de personnes comme chez Applici du coup qui peuvent nous guider. Voilà. Merci beaucoup, Gaël. Et vous, Monsieur Barderi, comment vous y êtes pris dans la mise en place en 2015, du coup? Un peu comme Monsieur Brient, d'ailleurs, hein, c'était à peu près les mêmes années. Ouais, c'est ça. Petite étude de marché sur tous les logiciels de CAO et de travail collaboratif. Et puis beaucoup d'échanges avec les commerciaux, les référents, quelques échanges aussi avec des BI managers déjà de l'époque qui nous donnaient quelques petites billes en extra, vraiment des échanges qu'on aurait pu avoir avec Applicit ou d'autres, qui nous ont confortés dans le choix, étant dur étude technique, d'aller sur une solution Revit. Choix qu'on regrette encore une fois pas, hein, mais je pense qu'en fait, si on serait allé aussi sur un autre logiciel, on l'aurait appréhendé avec ses avantages, ses inconvénients, et finalement, on serait aussi porteur de la marque au même titre. Parce qu'aujourd'hui, on le voit que mine de rien, il n'y a pas suffisamment de dossiers collaboratifs pour vraiment justifier qu'un outil est plus, on va dire, compatible ou cohérent. Il y a beaucoup de... Hop, excusez-moi, on n'a pas payé l'électricité. Il y a beaucoup d'outils qui permettent quand même ce que font en base un outil comme Revit dans le côté collaboratif et beaucoup de compatibilité qui arrive toujours sur la table. Après, c'est beaucoup de méthodes à mettre en place pour vraiment faire en sorte que tout le monde travaille bien en compréhension du travail de l'autre. Je m'égare. Pour en revenir un peu à comment on s'y est pris, donc on y est allé, hein, ni plus ni moins, en mode décomplexe et formation. Formation minimum de 5 jours, des collaborateurs. On était plutôt encore une fois en construction, donc on a eu la chance de pouvoir recruter des dessinateurs projeteurs débutants qui avaient fait un peu de dessin et qu'on a pu finalement former à cet outil, créer limite les processus et les méthodes autour de l'outil. On avait quand même un référent, on avait la chance d'avoir un référent qui était déjà assez bien expérimenté quand même à l'usage de RevitMap. Et ça nous a éclairé sur beaucoup de points. Ça a peut-être évité justement qu'on s'attarde à des petits points de fonctionnalité qui n'étaient pas forcément utiles, qu'on avait envie de développer, mais qui n'étaient pas l'urgence première, où là, il y avait déjà une habitude de travail. Donc, même dans l'élaboration des formations, dans l'adaptation de ces formations en collectif, on a pu vraiment aller à l'essentiel dans la construction des gabarits, dans l'élaboration des méthodes de conception. Donc, je pense qu'il y a un gros travail peut-être en amont de préparation de qui sont les collaborateurs qui sont en place, c'est quoi leur profil, c'est quoi leurs besoins, où est-ce que l'entreprise veut aller dans l'usage de cet outil, et vraiment adapter les formations à cette approche. Je pense qu'avant même Revit, AutoCAD, on pouvait lui faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs, mais très peu de gens finalement allaient au bout de l'outil. Pas pour autant que c'est un mauvais outil, c'est juste que voilà, on en faisait ce dont on avait besoin. Là, c'est à peu près pareil à mon sens sur Revit. Il faut adapter l'outil à nos usages et l'utiliser petit à petit au gré de votre maturité sur tout ça. Tout à fait. Ben, je vous remercie. Bon retour d'expérience quand même. Monsieur Moll, vous, comment vous y êtes pris? Oui, alors nous, c'est un peu plus récent, hein, l'intégration de Revit chez nous, ça fait à peu près quasiment 2 ans qu'on a intégré cette solution-là chez nous. Moi, je rappelle un peu le contexte. Nous, on est industriel, on a un site de production. Je fais partie du bureau d'études intégré chez Matra, bureau d'études mécaniques. Donc, on a déjà, c'est pas notre cœur de métier, c'est ce que je veux faire comprendre. À la base, moi, je suis concepteur mécanique. On a quand même cette compétence-là de modélisation 3D, bon, bien sûr, plus accès mécanique.
Mais bon, on était déjà un peu familier donc d'Applicit, hein, puisqu'il il nous accompagne déjà depuis un long moment sur notre suite logicielle, hein, nos solutions mécaniques, hein, Inventor, AutoCAD, etc. Donc on s'est fait aider également d'Applicit, hein, pour nous aider à la mise en place de Revit, hein, nous conseiller. Donc voilà, ça passe, oui, l'investissement du logiciel, comme ça a déjà été dit, il faut pas négliger l'investissement du matériel informatique, parce que c'est un logiciel qui est certes très puissant, mais qui requiert des ressources informatiques assez importantes. Hein. Il faut un très bon PC. Donc bah voilà, c'est pareil, hein, comme tout le monde, hein, on est passé par la case formation, qui est très importante, hein, qui est essentielle. Donc il y a 1 an et demi, 2 ans, on s'est formé, je me rappelle, c'était une semaine, hein, 5 jours, avec plusieurs membres du bureau d'études. On était en formation sur l'antenne de Montreuil. Donc formation initiale à ne pas négliger, faut pas aller trop vite parce que c'est un logiciel qui offre tellement de possibilités que voilà, comme on a déjà dit, faut pas s'égarer, il faut vraiment suivre la formation initiale de manière rigoureuse, hein, bien comprendre les bases du fonctionnement du logiciel. Mais bon, une fois que la formation est faite, voilà, il faut pas perdre de temps, je sais que c'est pas toujours simple, hein, on s'est mis dedans tout de suite parce qu'on avait notre projet de nouvelle usine, mais il faut pratiquer. Dans tous les cas, c'est un logiciel qui offre tellement de possibilités, qui est complexe que il suffit pas de se former, il faut pratiquer tout de suite dans la foulée parce que sinon on perd trop vite et après on s'y retrouve plus, quoi. Donc voilà, c'est très bon logiciel, mais voilà, c'est une formation à ne pas négliger. On peut, voilà, la formation initiale nous a grandement aidé, mais bon, c'est pareil, il y a tellement de tutos aussi sur Internet on peut compléter la formation sur différents modules. Hein, j'en ai fait le cas, l'expérience. Il y a également les différents intervenants sur notre projet qui nous ont aidés, hein, que ce soit le cabinet d'architectes ou le cabinet d'ingénierie. Hein. J'ai échangé quand même pas mal de fois avec le référent BIM, notamment du cabinet d'ingénierie, hein, qui m'a aidé sur plusieurs sujets. Parce que eux sont vraiment experts dans ce domaine-là, alors que nous, c'est pas notre cœur de métier, hein, à la base. Mais voilà, moi, je suis un exemple entre guillemets que même si c'est pas notre métier de base, avec une bonne formation, on peut quand même réussir à bien maîtriser le logiciel et à s'en sortir sans souci, quoi. Ouais, mais je vous remercie. En fait, si je résume, c'est bien cibler déjà le besoin en fonction, c'est ce que je disais en préambule lors de notre présentation implicite. Notre rôle, justement, c'est d'adapter les formations, l'accompagnement au processus du client. C'est-à-dire que nous, on va comprendre votre métier et on va effectivement personnaliser la formation ou l'accompagnement, parce que ça peut être aussi un accompagnement lors d'un projet BIM, un premier projet BIM, après la formation de l'outil. Et ça, c'est notre rôle de bien comprendre votre besoin métier. Et c'est ce qu'a évoqué Gaël. Bon, moi, je connais plus parce que c'est moi qui l'accompagne depuis quelques années. Mais on a passé beaucoup de temps ensemble pour bien définir le besoin et vraiment adapter la formation au processus du client, aux besoins métiers. Parce que comme vous l'avez tous évoqué, Revit, c'est un outil où on peut aller très, très loin, mais on ne va pas former sur des éléments de Revit si vous n'en avez pas besoin. Ça va de soi. Donc, comme il y a la partie archi, la partie structure et la partie MEP, je rappelle juste les 3 métiers dans Revit. Effectivement, en fonction du métier, on va adapter cette formation et la personnaliser à nos clients et, si possible, adapter sur un projet de l'entreprise, de telle sorte qu'en même temps qu'on vous forme, le projet, il évolue. Pendant la formation, il n'y a pas de perte de temps et on se retrouve vraiment confronté à votre besoin métier. Je vous remercie en tout cas de vos retours. On va passer au sondage suivant. Donc, pourquoi envisagez-vous de franchir le cap? Donc, merci aux gens présents. Ah, ça a déjà été répondant, ça c'est celui d'avant. Maintenant, voilà. Donc, pourquoi envisagez-vous de franchir le cap? Alors, à la demande de la direction, faire évoluer la structure de la société pour remporter plus de projets ou pour répondre à des appels d'offres. Aujourd'hui, ça peut être aussi à titre personnel, hein. Donc là, je pense que c'est bon. Oui.
peut revenir. Donc, ben voilà les résultats. Faire évoluer la structure de la société à 80%. Donc, ça va de soi, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer, hein, remporter notamment plus de marchés si on revient au sondage précédent. Remporter plus de projets aussi, ça se tient un peu. Je vous remercie. On va passer donc à la 20e question, me semble-t-il. Donc, vos prochaines étapes. Donc, Monsieur Barderi, quelles sont vos prochaines étapes à vous? Il y en a plein. Il va falloir Ben, c'est hiérarchiser parce que non, il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses, il y a plein d'ambitions d'utilisation de l'outil à tout niveau. Au niveau déjà de la conception métier, vraiment purement, on a déjà pas mal de choses que nous apporte l'outil et on souhaiterait pouvoir continuer à développer par le biais des programmations visuelles, Dynamo et autres, vraiment l'élaboration des outils spécifiques à notre usage et construire finalement notre méthode de travail encore et encore autour de l'outil pour confirmer tout ce que je vous évoquais sur la rapidité d'exécution, sur la qualité de prestation, etc. Cette conception, elle a pour nature quand même de continuer à faire des synthèses et de permettre aux entreprises exécutantes qui vont récupérer le dossier par la suite, déjà de partir avec un dossier qui est mieux élaboré, plus précis. Et je pense qu'elles ont un fort intérêt, à mon sens, à profiter de tout ce maquettage aujourd'hui que la conception, que la maîtrise d'œuvre peut élaborer. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à valoriser ce travail que la maîtrise d'œuvre fait pour leur faciliter leur façon de chiffrer les projets, de réaliser des dossiers d'exécution grâce à notre maquettage et de leur donner la main grâce à cette maquette pour, on va dire, continuer notre travail de conception, dans la mesure où les études d'exé leur sont confiées. Et enfin, le troisième point, bah, c'est derrière livrer une belle maquette où le chantier s'est bien déroulé, c'est super, on a un bâtiment qui est quali, c'est l'ambition encore une fois, mais la maquette, elle a encore d'autres avantages pour l'exploitation du bâtiment. Et ça reste encore une fois une prochaine étape, mais qui est encore à préciser. Quel est l'usage que fait l'exploitant du bâtiment sur notre maquette? Comment lui, à son niveau aussi, dans son métier, il utilise la maquette pour faire son taf, dans le remplacement de matériel, dans les gammes de maintenance, dans le remplacement ou l'élaboration, on va dire, l'évolution de son bâtiment. Là-dessus, il y a encore une fois trop peu, à mon sens, de dossiers qui aboutissent sur ce besoin client d'exploitation qui du coup nous empêche aujourd'hui de concevoir en amont pour que l'exploitant derrière profite de tous ces usages vraiment de manière vraiment pragmatique, encore une fois. Hein. L'outil, on sait qu'on peut en faire des tonnes avec, mais quel est finalement le besoin de chacun de ces niveaux du projet dans la durée de vie du bâtiment? C'est là aujourd'hui toutes les questions que l'équipe et moi on se pose dans notre approche de conception. Et il en existe beaucoup, hein, des groupes de travail sur ces trois intervenants qui existent aujourd'hui. J'en doute pas, mais pour autant, voilà, c'est comme l'évoquait Gaël, Thomas, c'est à l'appui d'un dossier en tant que tel réel, qui existe, qu'il est beaucoup plus évident, à mon sens, de construire justement toute cette approche. Donc continuer à faire évoluer notre outil, notre méthode, continuer à communiquer, participer à ces groupes de travail autant que possible autour de projets. C'est ça les prochaines étapes, à mon sens, qui sont les plus à garder en tête. Et puis petit à petit, encore une fois, voilà, appréhender tout ça petit à petit. D'accord, merci. Monsieur Moll, vous, quelles sont vos prochaines étapes? Oui, bah nous, les prochaines étapes concernant la fabrication, donc la réalisation de notre nouveau site industriel, ça va être de continuer d'achever la phase de conception, tout simplement, hein, notamment avec les revues BIM, etc. Donc, on va déjà finaliser la conception. Une fois et après, le gros intérêt du maquettage BIM, c'est surtout pour l'exploitation du bâtiment. Quand le bâtiment sera livré à la suite de la phase exé, nous, en interne, on a
pour ambition de céder de la maquette BIM pour réaliser l'exploitation de notre usine sur toute sa durée de vie, quoi, essentiellement. Donc c'est d'aider à la maintenance, de céder sur la maquette BIM pour la maintenance du site industriel, quoi. Donc c'est vrai que ça serait dommage de s'en priver. On va avoir une maquette numérique complète du bâtiment avec tous ces réseaux, tous les moyens industriels. Notre site, on sait très bien historiquement que c'est un site industriel, donc ça c'est toujours vivant, ça vit, les implantations sont sans cesse en train d'évoluer. Tous les ans, on a toujours des tas de réimplantations au niveau de quasiment tous les ateliers chez Matra. Donc, on va céder du BIM comme on l'a fait pour la phase de conception, pour réaliser les différents scénarios d'implantation. Donc ça c'est certain qu'on va continuer à utiliser l'outil parce que ça nous apporte énormément. Ça nous apporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément au niveau communication interne, parce qu'une fois que les scénarios d'implantation seront établis, on va continuer à exploiter tout ce qui est l'aspect réalité virtuelle, hein, pour immerger les salariés dans leurs futurs espaces de travail. Donc ça c'est pareil, c'est un super outil. Et on va voilà, la dernière phase, c'est de l'exploiter essentiellement pour réaliser la maintenance du site, quoi. On va continuer à développer aussi des outils spécifiques à nos métiers, hein, via Dynamo, etc. Ça va aller, ça va venir au fur et à mesure, hein, de la vie du site, hein. De toute manière, on va se développer nos outils pour nos applications internes, quoi. Et voilà, voilà un peu pour notre partie. D'accord, merci. Gaël, les prochaines étapes, Oui. Alors, les prochaines étapes, il y a quelque chose en 2 temps. Il y a les prochaines étapes et les étapes à poursuivre. Enfin, c'est pas des étapes, c'est le fil rouge. Dans la partie BIM, ça touche, c'est une technologie en soi. Donc, il faut avoir une veille technologique assez. Alors, quand on est rentré dedans, qu'on a tous les process à l'interne déjà, qu'on connaît ce que c'est, qu'on a les logiciels, je pense qu'il faut avoir une veille technologique présente, permanente, parce que du coup, ça évolue. Les outils évoluent, sur la vie, il y a des plugins, il y a des choses. Quand on connaît voilà, tout le but final de chaque entreprise, voilà, faut avoir toujours une remise en question, je dirais. Donc du coup, faut garder ce point d'entrée là, du coup, en continu. Et les étapes chez nous, c'est plusieurs process de travail en interne qu'on remet sur les expériences qu'on a sur des projets. Hop, il y a des choses qu'on prend, on jette. On refait un nouveau process de travail avec d'autres outils collaboratifs d'échange. Nous, on travaille beaucoup sur les maquettes, par exemple, avec des fichiers BCF. Donc, c'est des remarques qui sont géolocalisées sur des maquettes. Voilà, on a mis des process pour nous, de notre métier, fluidifier le travail. Donc, le but du BIM, c'est juste de collaborer. Et je pense que l'idée aussi, c'est de fluidifier un peu le travail, ce qui peut être des fois un peu lourd. Donc voilà, on met des outils à disposition pour fluidifier ça. Donc voilà, nos prochaines étapes sont en permanence sur une remise en question des process de travail suivant le retour d'expérience qu'on peut avoir sur des projets. Après, les prochaines étapes, donc je rebondis sur les 2 sujets. Je trouve que la gestion exploitation maintenance, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet qui est pas forcément, je trouve, bien maîtrisé des maîtres d'ouvrage. Parce que les projets seront mis en place en BIM, mais derrière, en fait, on ne sait même pas où on va. C'est mis en place, mais la finalité, on ne l'a pas forcément précise. Alors, c'est ça qui n'est pas forcément évident, on va dire, à maîtriser. Donc, nous, l'idée, c'est d'aller chercher cette information-là. Et les informations, des fois, on les a pas. Donc, nous, on va avoir un petit rôle d'assistant, même si c'est pas notre rôle, mais de guider, voilà, de guider et de fiabiliser un petit peu ces éléments-là. Je pense que du coup, c'est assez important de connaître le besoin du client. Et l'idée, c'est de remonter ça et de perdurer dans ces étapes-là de recherche, d'information, de mise en place du BIM sur un process. Voilà, donc les prochaines étapes, elles sont pas forcément, elles sont plus dans l'idée de travail en fait, surtout. C'est surtout dans le travail avec les intervenants et toute la partie maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, exécution, et après derrière gestion d'exploitation du bâtiment. Enfin, du bâtiment pour notre partie en tout cas. Ouais, je te remercie. C'est souvent en fait que ce qu'on se rend compte, nous aussi, dans le quotidien, c'est que nos clients passent d'abord à l'outil, le maîtrisent en interne, après évoluent en fonction de l'étude du marché, en fonction de la veille technologique locale, hein, parce que ça peut être différent en fonction du secteur dans lequel on est. On sait qu'à Paris, il y a plus de projets BIM, par exemple, que dans la région sud-ouest. Par exemple, là, donc on va s'adapter et bien entendu, après, une fois qu'on maîtrise bien et
qu'on a bien nos process en interne parce qu'on les a affinés en fonction du besoin de chacun et en fonction du métier de chacun. On parle de collaboration. Et le BIM, ça reste quand même un outil de collaboration. Et la veille technologique, comme tu viens de l'évoquer, Gaël, clairement, il y a des outils aujourd'hui qui s'appellent BIM Collaborate, pour ne pas les citer, dans le réseau Autodesk, qui permet effectivement de collaborer sur un projet, quel que soit le métier. Que ce soit dans le milieu industriel pour travailler avec les architectes ou dans le milieu bureau d'études pour travailler avec les architectes ou même tous les corps de métier. Voilà, donc ça fait partie aussi de notre rôle de vous expliquer qu'est-ce qui est comme nouveauté au sein du BIM, au sein de Revit. Peut-être que vous n'y passerez pas tout de suite, mais c'est notre rôle aussi de vous accompagner dans ce sens-là, parce que vous avez la tête dans le guidon et qu'à un moment donné, on n'a pas non plus le temps, pour rebondir à ce que tu viens de dire, de faire une veille technologique au quotidien. Voilà un petit peu aussi notre rôle. En tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on va passer à la dernière question. Donc, quel conseil pouvez-vous donner aux futures personnes tentées par l'aventure? Donc là, c'est vraiment votre retour d'expérience. Je sais que ça n'a pas été facile pour certains clients de passer au BIM. Au début, on a été un peu échaudés, on a lutté. Donc, restez transparent. Ça peut être aussi les mauvais côtés que vous avez rencontrés. Qu'est-ce que vous conseillez? Et là, je vais te redonner la parole, Gaël, parce que je sais que tu dois nous quitter à moins le quart, pour ne pas te retarder. Ça marche. Je te laisse. C'est gentil. C'est gentil. Du coup, je vais redire un petit peu les mêmes choses que j'ai pu dire. Ce qu'il faut faire, c'est le point sur le besoin interne de l'entreprise. Donc, on n'a jamais le temps. Enfin, je pense que des fois, on a peut-être dans le guidon, le but, c'est de produire, de faire notre travail. Malgré tout, il faut des fois relever un peu le nez, de se dire, bon, là, il faut que je me pose. Donc, le conseil que je donnerais, c'est faire le point sur les besoins internes. Ensuite, faire un point sur le besoin aussi informatique. Du coup, voilà, ça, c'est des données d'entrée, on va dire, pour pouvoir se lancer. Et du coup, donc, se faire accompagner, je trouve ça intéressant pour avoir du coup l'investissement des logiciels. Quel logiciel est adapté au projet, à vos compétences, le coût. Voilà, parce que du coup, forcément, si on se fait bien accompagner, on investira dans le bon logiciel. Parce que c'est forcément quelque chose qui est important suivant l'entreprise, la taille de l'entreprise, le nombre de collaborateurs. Donc ça, c'est assez important. Et puis à un moment donné, faut pas avoir peur de se lancer. Voilà, c'est pas évident. Enfin, nous on l'a fait en 2015, voilà, comme Brice. Du coup, cette époque-là, ça se connaissait. Il y en a qui connaissent le BIM depuis des années, enfin beaucoup plus longtemps que nous. Ça, il y a pas de souci. Mais le moment donné où on le fait, c'est une nouvelle étape et on a peur entre guillemets parce qu'on investit financièrement quand même de l'argent. Le retour d'investissement, on ne sait pas ce que ça va donner. Avec du recul maintenant, voilà, nous on y est passé, il fallait le faire. Si on l'avait pas fait, on travaillerait même moins. Et puis au fur et à mesure du temps, je pense que ça va être quelque chose qui va être normal. Comme utiliser AutoCAD, c'est normal. On utilisera Revit ou d'autres logiciels, mais ce sera normal de travailler en 3D. Ce sera quelque chose qui sera devenu normal et qu'on va être obligé. Enfin, je pense, voilà, sans prétention de le dire, mais on va tous y passer un jour ou l'autre. Donc, faut pas avoir peur de se lancer maintenant. Donc, voilà, donc faut prendre le temps et puis il faut concevoir aussi les outils internes. Voilà ce qu'on disait sur Revit, des gabarits, des familles. Voilà, faut construire ça. Nous on s'est trompé. On a commencé sur de la modélisation comme ça, on s'est lancé. Et puis on n'a pas pris le temps de se former entre guillemets en interne, de créer des familles, des gabarits. Et donc on revient en arrière, on se dit on fait ça, on perd du temps, mais c'est pour mieux en gagner. C'est toujours ça, cette vision qu'on a, c'est on perd du temps à l'instant T, mais derrière on en gagne. Partie CVC, alors, mais je ne maîtrise pas du tout le sujet, mais il y a du calcul aussi qui peut être intégré. Enfin, je ne sais pas si c'est des choses qui sont et c'est pareil, je pense que c'est des choses qu'il faut voir du coup s'il y a un besoin derrière, qu'est-ce qu'on gagne en temps aussi, parce que du coup en interne, du coup il y a cet intérêt-là par rapport à tous les collaborateurs. Voilà, faut vraiment se poser et après on est vraiment se lancer. Moi je dirais c'est un peu ça, c'est un peu partir à l'aventure là-dessus. Bon maintenant avec le recul quand même, on sait que ça fonctionne. Voilà, c'est quelque chose qui est connu, reconnu et qu'on voit de plus en plus dans les marchés. Et honnêtement, beaucoup de marchés maintenant, s'il n'y a pas d'imposition comme ça a voulu être fait à un instant T d'imposer à tout le monde le BIM, ça vient naturellement. Les maîtres d'ouvrage maintenant, ils lancent du BIM sans savoir ce que c'est. Ils le lancent. En soi, c'est lancé, ils ne connaissent pas leurs besoins, mais ça va être demandé. Donc, faut le faire. Et les projets durent
montage d'un projet sur le type de projet du logement, des bâtiments, c'est 3, 4 ans, on va dire. Donc sur 4 ans, il se passe des choses, le maître d'ouvrage dans ce sujet, et 4 ans après, il revient et dit, bah, du coup, je sais ce que je veux. Donc voilà, faut pas avoir peur d'y aller. Voilà pour la petite partie. Merci. Monsieur Moll, vous? Oui, je rejoins ce que vient de dire Gaël, hein, complètement, c'est ça. Ce qui est vraiment un point essentiel, c'est de prendre de la hauteur au début, avant de se lancer dans le BIM, il faut prendre de la hauteur et bien définir ses besoins, parce que c'est quand même un domaine qui est tellement large, tellement complexe qu'il faut, voilà, avant de se lancer dedans, il faut bien avoir en tête ses besoins, il faut ne pas hésiter à se faire accompagner, par Applicite notamment, par exemple. Mais voilà, pour se faire conseiller, se faire accompagner dans l'investissement du logiciel, hein, c'est un coût qui est pas négligeable. L'investissement informatique, ça reste un côté très pratique, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit qu'il faut aussi. C'est un réel investissement au niveau informatique. Il faut des machines relativement puissantes. Donc voilà, prendre de la hauteur, ne pas négliger la formation initiale. Attention, ça c'est très important, même si voilà, la formation initiale reprend. C'est assez, on va dire, théorique. Enfin, faut bien avoir en tête bien comprendre les bases du logiciel et le fonctionnement. Pas négliger la formation, et si on en a la possibilité, c'est de pratiquer au maximum, quoi. Il faut pas, entre guillemets, se former et laisser tomber et pas pratiquer le logiciel pendant des mois, parce qu'après c'est sûr qu'on n'arrivera pas à s'en remettre dedans. C'est tellement, entre guillemets, complexe et tellement vaste que voilà, il faut limite le pratiquer très très régulièrement pour le maîtriser pleinement. Il faut aussi ne pas avoir peur au début de perdre du temps, comme ce qui a déjà été dit, perdre du temps au début pour se créer ses familles personnalisées, des outils personnalisés. Je pense à des routines Dynamo, par exemple, qui seront vraiment dédiées en fonction des besoins de chacun et des contraintes métiers de chacun. Mais une fois qu'on a créé ces gabarits-là, ces outils personnalisés, c'est un réel gain de temps par la suite, quoi. Donc une fois qu'on a nos outils qui sont personnalisés, après ça va tout de suite c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide, quoi. Donc voilà un peu pour mes conseils. Mais Monsieur Barderi? Tout est dit. Alors, tout est dit. Je partage complètement les conseils que Gaël et Thomas vous donnez, parce que il y a effectivement une compréhension de pourquoi on veut faire ce changement, qu'est-ce que ce changement va nous apporter, le mettre sur le papier, être conscient que ça va être compliqué, rugueux peut-être, et qu'il faudra du temps pour le faire, mais voilà, accepter d'y aller petit à petit, faire de la formation, pas aller trop vite, et puis se donner une rigueur d'utiliser l'outil, ni plus ni moins, et de ne pas revenir aux méthodes précédentes. Ça, c'est à mon sens important. Alors nous, on l'a très peu connu parce qu'on était vraiment dans un changement fondamental et c'était assez facile de ne pas faire, de changer totalement d'outil. Mais quand on a des bureaux d'études qui ont plusieurs années d'expérience et qui ont déjà des process et des méthodologies sur des outils comme AutoCAD, j'ose imaginer la difficulté que ça doit être et le courage qu'il faut avoir pour aller, on va dire, au frontal de personnes qui n'ont pas envie de changer leur façon de connaître l'outil. Au final, tous les gens qui sont passés là-dessus ne reviendront pour rien au monde à AutoCAD. Et ça se fait en donnant du sens à l'outil, à la personne en tant que telle, je pense. Donc, d'où l'intérêt de la formation, de la qualité du formateur aussi dans l'explication, la méthodologie d'éducation pour apprendre comment fonctionne l'outil. Tout ça, c'est réellement des choses qui vont aller dans le succès de l'approche et d'utilisation de l'outil. Et après, voilà, économiquement, techniquement, tout ça, ça a des impacts naturellement. Donc, voilà, aller au-delà de ses peurs et puis se faire accompagner, ni plus ni moins. Je vous remercie. Donc, c'est pour rebondir, on est passé effectivement il y a quelques années en arrière de la planche à dessin à AutoCAD. Et aujourd'hui, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, cette appréhension de dire je maîtrise bien l'outil AutoCAD, il faut que maintenant je maîtrise l'outil 3D et puis réfléchir 3D aussi, parce que c'est pas évident dans le quotidien de réfléchir 3D. C'est vrai qu'on le voit, nous, c'est plus la peur de dire aujourd'hui je maîtrise un outil, là on va me donner un outil différent, certes. Il va être par la suite, et vous l'avez tous dit, et moi je peux vous dire que ça fait maintenant depuis 2009 que je suis chez Applicite,
Et je peux vous dire qu'au tout début du BIM, j'ai des clients qui ont été réticents et au fur et à mesure, ils n'ont pas eu le choix. On a parlé d'appel d'offres, on a parlé d'imposition. On a encore aujourd'hui des architectes qui nous sollicitent et des gros cabinets d'architecture qui nous sollicitent parce qu'ils ne sont pas encore passés au BIM et qu'ils n'ont pas le choix pour remporter des appels d'offres. Mais une fois, et ça vous venez de le dire, mais une fois qu'on est passé d'AutoCAD à Revit, on ne revient pas en arrière. Et même nos formateurs aujourd'hui, que vous devez peut-être connaître, que ce soit Nicolas, que ce soit Joseph, que ce soit plein d'autres, ils ont tous été AutoCADiens au départ. Et aujourd'hui, quand on leur demande une formation AutoCAD, je peux vous dire qu'ils râlent. T'es sûr que le client me paraît vite? Voilà, donc c'est juste pour vous conforter un petit peu ce que vous avez dit, parce que c'est aussi notre ressenti, nous, sur le quotidien. Et je vous remercie en tout cas de ce retour que vous nous faites, parce que pour nos clients aujourd'hui ou nos prospects qui sont connectés, c'est bien que ce soit vous, en tant qu'utilisateur, qui faites part de votre retour d'expérience. En tout cas, merci beaucoup. On va passer aux 2 derniers sondages. Et après, on passera aux questions-réponses. Alors, j'en ai déjà une. Merci, non. Souhaitez-vous être contacté après ce webinaire? Justement, peut-être pour faire un point avec vous pour la mise en place, pour ceux qui veulent du BIM, répondre à vos questions, à vos problématiques, comme on vient de l'évoquer. Donc oui, non, c'est assez rapide. On doit avoir les réponses. Je fais encore une. On n'a pas les réponses maintenant. Hop. Bon, super, merci. Bon, je sais ce qu'il nous reste à faire. On vous recontactera, donc laissez bien vos coordonnées. Nous avons tous vos coordonnées de toute façon lors de l'invitation. Pas de souci. Et la dernier sondage, souhaitez-vous participer à plus d'événements consacrés au BIM? Donc aujourd'hui, cette table ronde, c'est tout nouveau pour nous. En fait, c'est la première fois qu'on le fait. On a eu un bon retour et là aujourd'hui, on pourrait peut-être organiser avec d'autres clients sur d'autres sujets, mais toujours consacrés au BIM, peut-être avec un niveau un peu plus haut du BIM. Donc oui ou non, c'est assez simple. Bon, parfait. Je vous remercie à tous. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous a permis de répondre peut-être à vos questions par rapport à ce retour d'expérience que nous ont fait nos 3 interlocuteurs. Encore merci à vous de votre participation. Nous allons passer aux questions-réponses. Donc, je vous invite, s'il y en a peut-être déjà, je ne sais pas, Manon, je vous invite sur notre chat et on va y répondre. Alors, j'en ai une première. C'est pour vous, Monsieur Briand. Monsieur Briand, vous parlez de phasage sur Revit. Remodélisez-vous le bâti? Quel est votre niveau de collaboration avec les autres bureaux d'études et également l'utilisation de l'IFC? Alors, plusieurs questions dans la question. Effectivement, suivant le montage de tout ce qui est phasage, on a le sujet du coup de remodélisation. Parce que du coup, en termes de phasage, on a des découpages de la structure qui n'est pas forcément faite dans la maquette de base. On pense sur une maquette initiale sur Revit, par exemple, ou même en IFC, qu'on peut intégrer sur Revit. Malgré tout, il y a des découpages qui doivent être faits sur la maquette structure par rapport à la phasage, et on est obligé généralement de remodéliser dessus. On a essayé de réintégrer les informations du coup des maquettes initiales, sauf qu'on retourne, on perd plus de temps à redécouper, à retravailler une maquette qu'on nous envoie, donc on la remodélise pour la partie phasage. Ça va beaucoup plus vite. Comme ça, on la modélise par rapport à nos besoins à nous. Donc en fait, là, c'est comme une production, on va dire, de maquettes. Donc par rapport à notre process, on est obligé de le refaire généralement. Et en IFC, du coup, nous, on est très open BIM, comme on dit. On Revit, on l'utilise, on l'a partout.
sauf qu'on veut, on parle beaucoup d'IFC. Voilà, l'IFC, moi, c'est quelque chose qu'on essaie de prôner entre guillemets. Voilà, c'est quelque chose qui est important, qui est pour voilà, il n'y a pas que Revit non plus, il y a d'autres logiciels, métiers qui sont peut-être plus appliqués pour certains domaines. Donc voilà, nous on est très très IFC. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci. J'en ai une autre pour Brice. Monsieur Bardery, avez-vous des remarques ou des conseils spécifiques au bureau d'études fluides? Merci d'avance. La question, il fallait préparer celle-ci. Des conseils, pas vraiment plus que ce que je vous ai dit durant tout notre échange. Faut profiter, à mon sens, des petites fonctionnalités que Revit apporte, RevitMap apporte dans le prédimensionnement. C'est vrai qu'il y a toujours le débat qu'on n'est pas sur les moteurs de calcul européens, français, que c'est des moteurs de calcul américains, etc. Quand bien même, quand on est sur des sujets de prédimensionnement, de préconception, ça aide quand même sacrément à concevoir, à nous aider à concevoir l'outil. Donc, quand on parle de CVC et de plomberie, ça peut quand même aider. C'est vrai que sur la partie électricité, qui reste aussi une expertise que l'on a, c'est toujours un peu le parent pauvre en termes de conception métier. Pour autant, aujourd'hui, des usages que l'on en a sur ces expertises, il faut mettre ça de côté et avancer. Il y a tellement de choses que l'on peut utiliser dans l'usage des nomenclatures, dans l'usage, on va dire, des gabarits, des bibliothèques, de l'identification produit qui suivent tout au long du dossier que il y a un réel intérêt de capitalisation de la donnée qui sert à tout le monde. Donc, ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément en tant que bureau d'études fluides, mais qui ont une réelle force dans l'usage de cet outil. Le sujet, c'est que au niveau des fluides, Manon, pas au niveau de la thermique. Ouais. Non, du tout, que les fluides. Pourtant, il y a plein de choses à dire sur la thermique aussi, mais c'est pas la question. Pas encore, peut-être. Okay. On refera une table ronde sur ce sujet, la thermique. C'est assez cool. Il me semble. D'autres questions, Manon? Non, j'en ai pas pour le moment. N'hésitez pas à mettre vos questions. D'autres questions à faire. Oui. En attendant, vous pouvez retrouver, en attendant les questions, vous pouvez retrouver les coordonnées de nos agences. Nous avons aussi 3 mini-sites, notamment le mini-site sud-ouest, le mini-site ouest et est, où on met en ligne régulièrement des manifestations, des témoignages. Nous mettons aussi les témoignages de nos clients sur ces sites-là. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons une page LinkedIn qui est nationale, mais aussi locale. Là, c'est pareil, toutes les semaines, Manon, Jérémy et moi-même, nous mettons des informations importantes qui peuvent être des informations outils, des webinars, ça peut être des informations de Autodesk, ça peut être aussi des informations locales. Donc, je vous invite à nous suivre sur ces pages. Vous avez aussi des contenus techniques. Donc, ça peut être une semaine sur Inventor, par exemple, pour Monsieur Moll. Ça peut être une semaine sur AutoCAD, sur Revit. Voilà, donc on communique toutes les semaines. Nous mettons des articles sur ce blog, sur LinkedIn. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube où vous pourrez voir le replay notamment de ce webinaire aujourd'hui, notamment les présentations de nos outils, des nouveautés de Revit. Revit 2022 qui est sorti, puisqu'on reste sur Revit aujourd'hui, et également sur notre chaîne Facebook Applicite. Alors Corinne, je me permets de te couper. Je t'en prie. C'est bon, pardonnez-moi, il y avait un peu de bruit juste à côté. Je me permets de te couper, j'ai d'autres questions. Oui. J'en ai une qui est assez intéressante en plus. Partager un fichier Revit, c'est aussi partager le gabarit. Est-ce que c'est fermer les portes de ne pas vouloir partager le fichier Revit? Messieurs, qui veut répondre?
Oui. Je veux bien répondre à la question, sachant que nous, on produit pas, enfin, on n'a pas beaucoup de gabarits. Alors, je laisserai la parole après, plus à la production, on va dire, des maquettes. C'est un sujet qui est intéressant, parce qu'on a déjà eu le sujet avant du PDF et du DWG. Hein. Est-ce que du coup, j'envoie le DWG, c'est un peu le même principe. Nous, on a fait tout ce qui est dynamique sur AutoCAD, des blocs dynamiques qu'on crée. On prend un temps de les exploser pour pas que nos clients ou n'importe qui puisse voir, parce que c'est du temps de préparer. On a changé un peu cette vision des choses du moment qu'on était sur du BIM. Le BIM, c'est collaboratif. Alors, je réponds avant comme ça, mais donc l'idée, c'est de partager la maquette. Malheureusement, il y a des choses qui sont partagées dedans, donc de famille, de plein de choses. Donc la question est intéressante. Malheureusement, je pense qu'on ne peut pas s'en affranchir. Ça se fait déjà, hein, il y a déjà beaucoup de choses qui sont lancées, etc. Mais malheureusement, je pense que on passe des fois plus de temps, je pense, à transformer des familles, des choses comme ça, que de les créer soi-même. Et l'identité d'une entreprise, c'est la création. Vous avez créé, pour moi, des familles, du coup, des modèles qui peuvent être génériques, avec une vue en plan différente, qui vous attribuent à vous, à votre charte graphique à vous. C'est important, en fait. Je pense que même si on ne produit pas nous, toujours, nous, on sait quand quelqu'un travaille sur Revit, généralement, parce qu'il travaille sur Revit, il édite le plan, il n'a pas personnalisé sa maquette. Et l'idée, c'est justement d'arriver à avoir un plan PDF et de même pas savoir d'où est produit ce plan. Il y a des plans, du coup, on pense pas du tout que ce soit Revit, et pourtant c'est du Revit, parce que du coup, les personnes sont appropriées l'identité, on va dire, de la maquette. Donc ça, c'est important. Donc oui, on a peur de se faire partager, mais quand c'est sa propre charte graphique ou ses propres outils, ça se reprend pas, les gens ne reprennent pas forcément ces éléments-là. Donc après, j'ai un autre sujet que j'ai vu circuler, c'était comment justement mettre un mot de passe sur des familles. Donc c'est des choses qui se discutent quand même, mais malgré tout, je pense qu'il faut rester assez ouvert. Voilà. Donc en personnalisant son image, je pense que ça marche bien. Voilà. On parle de collaboration, donc effectivement, quand on parle de collaboration, et je rebondis, nouveau projet BIM, il faut absolument faire une convention BIM, justement pour déterminer dans un premier temps sur quel gabarit on va partir, et toutes les personnes qui vont intégrer justement cette maquette BIM lors d'un appel d'offres, par exemple, vont respecter ces éléments. Là, la question, si on est en collaboration, bien entendu qu'il faut collaborer la maquette. Et quand on envoie les éléments en PDF, on veut envoyer qu'une partie. Mais ça, c'est toujours le problème qu'on va rencontrer sur le terrain. Chacun veut s'approprier, mais là, on ne parle plus du tout de collaboration pour le coup. Et après, je rajouterais juste quand même que la base, c'est quand même le maître d'ouvrage qui paye la maîtrise d'œuvre. Donc en soi, et nous, on a rajouté des clauses dans notre partie BIM Management de responsabilité et de droit, parce qu'on rentre maintenant dans une partie juridique, on s'est approprié un petit peu cette partie-là. Les maquettes sont en possession à la fin, quand on a une convention BIM et que c'est vraiment un process qui met en place sur un projet, les maquettes sont au maître d'ouvrage. Donc il y en a pleinement la jouissance. C'est ça. Donc du coup, il la détient et on lui lègue tout ce qu'il y a. C'est des choses qui sont maintenant un peu plus juridiques, qui sont écrites. Ouais, et je complète, qui valorise aussi le travail qui est exécuté, qui valorise les méthodes, qui valorise justement tout ce qui est créé derrière, de pouvoir justement laisser la jouissance de cette maquette avec tout ce qu'elle porte des valeurs de l'entreprise et des méthodes de l'entreprise. Ça fait aussi partie des choses. On a beaucoup le cas où c'est compliqué de récupérer justement ces maquettes Revit de certains architectes qui sont encore dans la vieille école de j'ai fait un travail, je veux pas qu'on touche à mon gabarit, etc. Alors qu'en soi, je pense que les 3/4 des gens vont pas aller pomper les systèmes, les gabarits, les familles. L'idée, c'est vraiment de profiter d'une maquette qui est suffisamment élaborée, qui est compatible avec aussi un outil dont on dispose aussi. À notre niveau, nous, on a tendance à effectivement purger nos éléments avant de le transmettre pour pas qu'il y ait tout le gabarit de tout notre processus en fluide et en élect, parce que sinon on se retrouve avec des tonnes et des tonnes d'éléments qui intéressent que très peu finalement les membres de l'équipe. Mais le fondamental est là et je pense que ça fait partie du jeu d'être dans le collaboratif.
d'être libre de diffuser ce genre de choses. On est tous dans le même bateau, à mon avis, et il y aura toujours certainement des gens qui profiteront du travail, mais en soi, c'est simplement une famille, c'est pas ce qui fait la qualité d'un fichier Revit, quoi. C'est toute l'architecture, l'infrastructure qui tourne autour. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur, à mon sens, de devoir protéger ce genre de choses. Dans les marchés dans lesquels nous, on travaille, il est vraisemblable qu'il y a des bureaux d'études qui travaillent peut-être sur des sujets un petit peu plus, on va dire, risqués en termes d'information, ce genre de choses. Et dans ce cas-là, pourquoi pas? Je pense notamment à la sécurité militaire, etc., où il y a peut-être des choses vraiment. Et là, il existe des façons de travailler qui sont adaptées à ça. Mais pour 90% des projets, je pense que cette notion de collaboratif, elle est, c'est l'essence même de l'outil, quoi. On est d'accord. Une autre question, Manon? Merci, monsieur, pour ces réponses. Oui, j'en ai une autre, et justement, c'est pour toi, Brice. Utilises-tu le BIM également en phase chantier de tes dossiers, notamment pour la partie CVC et plomberie? Ouais, bah, dans la continuité, hein, on réalise nos dossiers d'exé avec cet outil, donc avec un autre niveau de détail, bien entendu, avec d'autres aussi attentes que l'on a sur cette phase très spécifique. Maintenant, voilà, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui intègrent chez eux le bureau d'études intégré, qui du coup utilise notre fond de maquette, comme à l'époque ils utilisaient AutoCAD, et qui revoit un peu les choses. J'aimerais bien, moi, à mon niveau, être capable de pouvoir continuer à maîtriser cette conception d'exé pour les entreprises, parce que c'est un gage aussi de maîtrise du sujet. Et on va dire donner aussi ce sens aux entreprises qu'elles peuvent compter maintenant sur des bureaux d'études qui maîtrisent l'exécution, sans pour cela changer de prestataire ou d'intégrer ça chez eux, quoi. Je peux permettre de rebondir sur ce qu'il dit Brice. C'est intéressant parce que nous on fait sur beaucoup de synthèse exé et par le BIM, je trouve ça très intéressant de dire que du coup que la conception de la procédure en exé, je pense que le BIM c'est un peu ça de créer quelque chose d'une conception qui est quand même figée, travaillée, aboutie et d'aller jusqu'au bout en termes de responsabilité. Je trouve ça aussi engageant, mais aussi valorisant. Enfin, nous on fait du BIM de synthèse, on intègre maintenant un peu plus on va dire, la phase de conception. Et on a eu des réticences de bureaux d'études comme le vôtre. Non, je ne ferai pas ça, non, ça me poussait beaucoup de temps, etc. Bon, là, on essaie de batailler un petit peu. Il y a des bureaux d'études qui m'ont parlé de planche à dessin au début. Donc, du coup, c'est un peu dur. Mais à force de travailler, d'insister gentiment, toujours dans cet esprit d'équipe, voilà, je pense qu'une conception, c'est une équipe, il faut être ensemble, etc. Et on a réussi à faire des choses très, très intéressantes en phase de conception. Et le projet, derrière, c'est quelque chose qui continue. Et je trouve ça intéressant aussi qu'un bureau d'études de maîtrise d'œuvre, du coup, va poursuivre ce travail-là et qu'il y ait l'aboutissement aussi du travail qui est fait en conception derrière. Aujourd'hui, il y a plein de startups qui ont commencé à créer justement ce lien entre le quotidien de l'entreprise d'exécution qui a des problématiques d'exécution, chef d'équipe, sous-traitant, etc. Et la phase conception, je pense notamment à Block in Block qui est sur la région nantaise, qui arrive avec des outils de réalité virtuelle où c'est tout con, effectivement, quand on en parle, on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, mais où effectivement on vient visualiser l'ensemble des réseaux in situ, sans pour cela être des plans d'exé sur une tablette ou au moins sur la réalité virtuelle. On est sur des outils qui aident les opérateurs à comprendre le sens qu'il y a derrière cette maquette. Et derrière, c'est toute la chaîne on va dire, qui va être dynamisée par tout ça. Donc ça aide quand même pas mal. Et là, ça va au-delà simplement des fluides, hein. On parle de la structure, des aciers dans le béton, des incorporations sous dallage. Enfin voilà, il y a tous ces outils aujourd'hui de réalité virtuelle qui peuvent être un super relais de développement pour les entreprises et pour notre travail à nous en tant que maître d'œuvre. Merci. J'ai encore quelques questions, messieurs, dames. Est-ce que l'utilisation du BIM va être davantage imposée dans les futurs appels d'offres publics? Faut-il anticiper cela? Qui veut répondre?
pense que faire ça c'est sur bien le que... Bon, je peux avoir fait le sujet. Il n'est pas imposé. Enfin, je pense que c'était une phase Exact. qui a été faite. Tout le monde s'est un peu posé beaucoup de questions. C'est pour les petits bureaux d'études, enfin, imposer quelque chose à un petit bureau d'études de 3-4 personnes. Le coût, on voit toutes les questions qui peuvent se poser. C'était compliqué. Le retour de ce qu'on peut voir nous, c'est que il n'y a pas d'imposition. Ça va venir du maître d'ouvrage, la volonté du maître d'ouvrage, de ce qu'il veut faire de son projet, des notions, des cas d'usage qu'il veut mettre. En fait, c'est la partie cas d'usage sur un projet qui va être intégré et du coup, ça va être imposé indirectement sur certains marchés. Mais naturellement, c'est des choses qui vont venir tout doucement de plus en plus à un niveau de pourcentage exponentiel. On le voit maintenant, il y a des choses qui sont même pas demandées en BIM. Les gens travaillent en BIM. Mais l'idée, voilà, je pense, c'est que c'est pas imposé directement par une loi, mais c'est quelque chose qui va être imposé par le maître d'ouvrage de plus en plus. Alors effectivement, il y a quelques années en arrière, notre ancienne ministre, Madame Duflot, voulait imposer effectivement le BIM à chaque appel d'offres public. Bien entendu, changement de gouvernement, ça n'a jamais été imposé. Aujourd'hui, au niveau de l'État, c'est pas imposé, mais c'est fortement conseillé. Gaël vient de l'évoquer, même si c'est pas imposé, ils mettent dans l'appel d'offres, hein, ils imposent pas le logiciel. Ils préconisent, parce qu'on le voit aussi dans certains appels d'offres qui mettent répondre en BIM, ils n'ont pas le droit légalement de mettre Revit, Archicad dans le plan pour ne pas les citer notamment ou autres. Par contre, fortement, ils demandent un IFC. Et l'IFC qui demande dans l'appel d'offres, c'est souvent l'IFC de Revit, le niveau d'IFC. Voilà, donc c'est un peu détourné, mais pour rebondir sur cette question, plus tôt on sera opérationnel dans une solution BIM, et ils vous l'ont dit tous les trois, ça met du temps, on fait des allers-retours, il y a la création de famille, nous on est là aussi pour vous accompagner, hein, pour la création de famille, notamment et Gaël, on avait évoqué ce sujet pour que soit on dédie une personne de chez Ogeba qui fait que ça, soit nous on faisait la création de famille ou la création de gabarit pour vous. Voilà, on est là aussi pour vous aider pour ça. Mais plus en amont on sera prêt, plus on pourra prendre, on va dire, le train. Tout simplement, si on attend d'avoir un appel d'offres, et je peux vous dire que ça arrive, encore pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un cabinet d'architectes qui m'a appelé en me disant on a répondu à 3 appels d'offres, on a été retenu, il faut maintenant se former dans Revit. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que le temps de prendre en main, de faire changer la mentalité du bureau d'études, des personnes qui ne veulent pas, parce que M. Barderi l'a évoqué, il faut aussi qu'il y ait une simulation et une obligation de la direction pour imposer nouveaux outils. Il ne faut pas que les gens soient frustrés. Ça peut ralentir un petit peu le bureau d'études au départ. Donc, c'est dangereux. Mais pour répondre à cette question, non, ce n'est pas imposé actuellement. Peut-être que ça peut être intéressant d'avoir le retour justement de Matra pour savoir comment vous aviez fait le choix de vos intervenants sur votre projet de construction du nouveau site. Est-ce que c'est un critère pour vous que d'avoir un architecte qui était déjà maîtrisait déjà le BIM peut-être? Pour nous, c'est un critère, oui. Oui, je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, j'ai pas participé à la sélection des différents intervenants, mais de mémoire, au début du lancement du projet, on avait le choix soit de prendre des intervenants qui étaient déjà équipés du BIM et qui maîtrisaient le BIM ou non. On a fait le choix, c'est un surcoût, hein, qui est non négligeable, mais c'était un surcoût et c'était un choix délibéré de notre part de faire ce projet de nouvelle usine avec la méthodologie BIM. Et aussi nous-mêmes en interne de s'y mettre, hein, au final. Et comme ce qui a déjà été dit, hein, oui, c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile, il faut avoir à l'esprit qu'il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Nous, encore une fois, nous on a un bureau d'études mécaniques, c'est pas notre cœur de métier, mais c'est pas pour autant, on n'en est pas des experts pour autant, on n'a pas cette prétention-là, mais on a quand même la maîtrise suffisante pour pouvoir travailler de manière collaborative tout à fait convenable sur un projet de cette envergure, hein, donc c'en est la démonstration. Et justement, Justement, monsieur, moi, je vais rebondir sur ce que vous dites. Vous voyez, là, j'ai une autre question qui concerne le BIM 360, qui est une solution collaborative, hein, qui vise à travailler ensemble sur le même projet. Est-ce que vous, par exemple, c'est une solution que vous avez essayé, mise en place, ou alors pas du tout? Vous avez préféré synchroniser tout ça sur vos serveurs de chez Matra? Non, BIM 360, on n'a pas du tout travaillé avec ça.
D'accord. Non, on l'a pas abordé. Nous, là, notre méthodologie de travail, oui, avec les différents intervenants, c'est qu'on exporte nos maquettes sur un seul et même serveur qui est sécurisé. Mais non, on n'utilise pas BIM 360. Pas pour ce projet-là. D'accord. Et vous, messieurs, Bérénice, Gaël, est-ce que vous, de votre côté, vous utilisez ou vous avez utilisé ces solutions? Alors, non, je l'ai pas utilisé et nous, on a un procès de travail un peu différent. Enfin, le BIM 360, c'est basé comme surtout Revit. L'idée, nous, c'est, voilà, comme je disais, on essaie d'être open BIM, de travailler sur de l'IFC. L'idée, voilà, c'est de pas, je suis désolé, mais de pas imposer un logiciel spécifique. Voilà, l'idée, c'est de laisser les libres choix à tout le monde. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est important, même si on est Revit et qu'on adore Revit, etc. L'idée, c'est de dire, on travaille en IFC, chacun fait son choix de logiciel. Voilà, donc du coup, on travaille autrement que sur BIM 360. Et justement, je peux me permettre de savoir, du coup, parce que c'est une autre question qui arrive ensuite, les difficultés peut-être ou les acteurs qu'il y a sur la partie collaboration. Aujourd'hui, vous collaborez comment efficacement? Alors, nous, on collabore comment efficacement? On travaille plus que ce qu'on devrait. Parce que des fois, voilà, voilà, on est toujours dans cet état d'esprit d'équipe, on va travailler ensemble. Donc, on perd beaucoup de temps. On fait pas de la formation, mais des fois, un petit peu. On passe D'accord. de 2 heures au téléphone pour faire des exports d'IFC, par exemple. Mais l'idée, c'est comme ce qu'on a fait au tout démarrage, on a perdu du temps. Là, on le fait parce qu'on est convaincu que le BIM, c'est ce qu'il faut. Donc, du coup, on est prêt à perdre du temps, nous, pour que les gens soient convaincus. Donc, comme je disais tout à l'heure, une expérience que quelqu'un qui m'avait parlé de moi, je travaille sur une planche à dessin, donc vous fassiez du BIM, etc. Voilà, on a réussi parce que du coup, on a mis des outils simples en place. Voilà, l'IFC, c'est quelque chose qui est léger à ouvrir, qui est léger à regarder, et on a pris sur d'autres logiciels. Alors, je citerai d'autres logiciels qui sont intéressants, BIMTrack qu'on n'utilise pas, et BIMCollab. Nous, on utilise BIMCollab qui permet de mettre en relation les gens et de fluidifier le travail. En fait, on arrive on va dire, à adhérer à ce process-là en fluidifiant le travail entre les intervenants. Voilà, donc on met des outils pour. Alors, nous, on a la partie BIM management et synthèse. La partie BIM management, justement, c'est que le projet à la fin soit abouti en termes de cahier des charges. Donc, on met des outils en fonction des intervenants. Et maintenant, on essaye aussi d'avoir, pour côté collaboratif, de mieux maîtriser la maturité des personnes qui travaillent autour des projets. D'accord. Nous, on l'a utilisé, BIM 360, l'année dernière, pendant le premier confinement. Exact. Parce que du coup, tout le monde a dû aller travailler chez soi et on s'est rendu compte quand on bossait sur des maquettes de 300 mégas avec 50 collaborateurs à l'extérieur que le serveur d'énergie, ça avait un petit peu de mal. Donc ça a été facile d'y aller parce que il y a eu la bonne idée effectivement de le mettre à disposition en essai gratuitement. Donc ça nous a aidé, hein, clairement, parce que c'est vrai que là pour le coup, vis-à-vis du budget, j'y serais peut-être pas forcément allé. Pour autant, ça a été une prise de conscience que cet outil, il a quand même une sacrée valeur quand on est à travailler en collaboratif. Déjà chez nous, entre notre chargé d'études CVC et chargé d'études ELEC, qui travaillaient tous les deux sur la même maquette, à positionner des appareillages et des radiateurs d'un côté, d'avoir une synthèse assez rapide des positionnements de l'un et de l'autre pour éviter d'être sur le même mur ou d'avoir des clashs pour le coup. Ça nous a vraiment aidé parce qu'on avait une mise à jour assez rapide des fonds de maquette et du travail que l'un et l'autre menaient au gré de l'avancement. Donc ça nous a vraiment bien aidé. On a conscience du coup de l'intérêt de l'outil. Après, voilà, là pour le coup économiquement, je pense que le jour où on fera une quinzaine de dossiers BIM à l'année, il me semble qu'effectivement sur base de Revit, ça pourrait être intéressant de se poser la question d'y aller. Il y a d'autres plateformes qui existent. Là, pour le coup, voilà, il y a une approche d'expertise que l'on doit avoir au gré de l'avancement. Tous les dossiers qu'on a fait en collaboratif, les trois, c'était sur une base, comment s'appelle cette passerelle? Resolving, il me semble. Resolving, voilà. Voilà, plutôt une GED. Qui était voilà plutôt une GED, pas vraiment d'aspect collaboratif dans la synthèse, mais assez intéressant quand même à l'usage.
c'est pas les mêmes outils, à mon sens. Mais voilà, BIM 360, à mon sens, c'est quand même un outil assez sympa dans l'actualisation et la rapidité des serveurs que Autodesk met à dispo. Et ça nous fait un gain de temps assez conséquent. Encore faut-il avoir un certain nombre de dossiers, je pense, pour l'utiliser. Merci bien. Brice. Pour répondre aux personnes sur ces questions-là, on fera une présentation justement parce qu'on a pas mal de demandes sur justement cet outil de collaboration qui s'appelle maintenant BIM Collaborate Pro. Enfin, il y a trois niveaux. Il y a BIM Docs qui est intégré maintenant dans les AEC. Il y a BIM Collaborate Pro qui permet de c'est l'ancien design, on va dire, pour faire simple pour ceux qui l'ont. Et après, il y a aussi un autre BIM qui est axé plus sur la construction et planification de chantier. Voilà, donc on fera une présentation sur ces nouveaux outils. Je rejoins un petit peu ce que vous venez de dire. Il faut déjà maîtriser effectivement et faire des maquettes dans Revit pour pouvoir utiliser cette plateforme, ça va de soi. Maintenant, on peut aussi travailler avec BIM 360, quel que soit, on va dire, l'environnement métier dans lequel le client n'est pas obligé d'avoir un Revit pour pouvoir intégrer la plateforme. Moi, ça, on reviendra, c'est pas le sujet. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce que là, je pense que Gaëlle, il faut qu'on... C'est terminé. J'ai plus de questions. Bon, mais c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois de votre temps précieux, je sais. Avec plaisir. Fort intéressant d'avoir ce retour d'expérience. J'espère que vous aussi, ça vous a permis de vous exprimer et de peut-être aussi vous faire part de cette expérience et voir comment vous pouvez évoluer par la suite. Merci à Manon et à Jérémy d'avoir organisé la partie slide, parce que pas évident de tout faire. Et je vous souhaite en tout cas à tous une bonne journée. Merci aux présents, nous ne manquerons pas de vous contacter. Et à très bientôt et bonne journée. Je laisse le mot de la fin si vous le souhaitez, Monsieur Moll, Monsieur Barbieri, Monsieur Briand. Merci à vous. Merci. Bon, mais à très bientôt. Au plaisir. Bonne journée à vous. Et encore, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.